Stonehenge doit être l'une des constructions mégalithiques les plus connues au monde. On l'appelle le monument préhistorique le plus mystérieux et l'énigme de pierre gigantesque au cœur de l'Europe. Essayons de comprendre ce qu'il y a d'énigmatique là-dedans en laissant de côté les idées préconçues. Voici les données officielles. Stonehenge représente des pierres érigées verticalement, formant des cercles concentriques. On croit que tout autour se trouvent de nombreuses sépultures néolithiques et de l'âge de bronze. Les archéologues croient que le complexe a été réalisé dans la période entre l'an 3000 et l'an 2000 avant notre ère. Les premiers chercheurs de ce complexe mégalithique avaient des biographies assez douteuses. L'histoire de l'étude des rochers est associée en premier lieu au nom d'un maçon, William Stukeley, dont l'âge d'activité a coïncidé avec le début de l'usurpation du pouvoir en Angleterre par la dynastie hollandaise d'Orange-Nassau, qui représentait des intérêts d'usurier de la célèbre banque d'Amsterdam. C'est à l'image de cette banque qu'en 1696, on a créé la Banque privée d'Angleterre. À ce travail a activement participé Isaac Newton, qui en 1696 a été désigné comme l'intendant et en 1699 comme le directeur de l'atelier monétaire royal. Ces découvertes largement vantées en physique sont survenues lors de ses recherches dans l'alchimie et dans la Kabbale. L'une de ses autres occupations consistait en des calculs de la date de fin du monde, d'après des textes judaïques dans lesquels il a cherché des codes secrets avec une obstination talmudique. Le mentionné pionnier de recherche sur le site de Stonehenge, William Stukeley, est devenu le premier biographe officiel de l'alchimiste et kabbaliste Isaac Newton. Il a caché plusieurs faits de la biographie de Newton, notamment la création d'une première pyramide financière de la Banque d'Angleterre. Le maçon Stukeley s'est proclamé archidruide. L'une des sources principales d'informations sur le complexe mégalithique de Stonehenge, c'est le site web English Heritage, l'héritage anglais. C'est une organisation semi-gouvernementale à laquelle, en 1983-84, a été confiée l'administration du site de Stonehenge, dont la famille royale britannique est le véritable propriétaire. Parmi les énigmes principales de Stonehenge, on cite les suivantes. À quoi a servi ce complexe mégalithique? Qui l'a bâti? Quand et comment l'a-t-on bâti? Comment a-t-on réussi à transporter à partir des carrières les mégalithes qui pèsent des dizaines de tonnes? Et enfin, comment a-t-on réussi à orienter la construction de façon aussi précise? On va essayer de répondre à toutes ces questions en commençant par la dernière, en se basant sur des faits historiques. Les mégalithes de Stonehenge sont orientés avec précision par rapport au corps céleste et indiquent les points astronomiques importants tels que le lever et le coucher du soleil, les jours des solstices d'été et d'hiver. Pour pouvoir disposer les mégalithes de cette façon, il faut posséder les savoirs astronomiques modernes. D'où les bâtisseurs de Stonehenge ont eu de tels savoirs, c'est l'énigme proprement dite. Tournons-nous vers des faits historiques récents. Le docteur Christopher Chippendale, l'archéologue et l'auteur de quelques publications sur Stonehenge, lecteur en archéologie à l'université de Cambridge et conservateur en chef du musée d'archéologie et d'anthropologie, affirme que seulement très peu de ce que nous pouvons voir à Stonehenge a été gardé plus ou moins dans l'état originel. Dans les archives de l'organisation L'Héritage anglais, qui est chargée de sauvegarder le site, se sont conservées en accès libre de nombreuses photos qui constituent le témoignage d'une restructuration grandiose de Stonehenge. De 1953 à 1958, sur le site de Stonehenge, on a mené des travaux avec l'utilisation d'équipements lourds, entre autres de plusieurs grues. En plein milieu du XXe siècle, les travaux de chantier ont été tellement importants que certains chercheurs tendent à dire que c'était la construction de Stonehenge à partir de zéro. Néanmoins, une autre version est plus probable, selon laquelle il y a 60 ans, afin de redonner à la construction l'air d'un ancien observatoire, on a disposé avec précision et orienté par rapport aux étoiles les mégalithes, emmenés ici quelques décennies plus tôt,
et érigées de façon approximative. Alors il ne faut pas s'étonner que les pierres soient orientées avec une telle justesse et qu'elles indiquent les endroits du coucher et du lever du soleil, car le niveau des technologies des années 50 du siècle passé était suffisamment élevé pour disposer les mégalithes avec une haute précision. Comme nous pouvons le voir sur les photos, on a utilisé les technologies les plus avancées pour cette époque. Il y avait plusieurs grues de différents modèles et capacités. La pose des signes runiques et quelques autres tâches plus fines ont été exécutées manuellement. On a aussi employé des treuils manuels pour lever des pierres plus petites. Les travaux ont été supervisés au niveau de l'État avec une vérification rigoureuse de la qualité du travail fourni. Il faut noter la présence non négligeable d'enfants sur le chantier. Personne n'a spécialement essayé de garder les travaux secrets. Comme nous allons voir, tout le territoire autour de Stonehenge a été sous contrôle rigoureux. C'est pourquoi sur ces photos, il n'y a pas de personnes de passage. Certains mégalithes ont été transportés vers Stonehenge sur des plateformes automobiles de grande capacité, qui se déplaçaient sur des traverses disposées en billets pour ne pas abîmer la pelouse. Les pierres ont été érigées avec précision dans des trous préparés préalablement. La justesse de la disposition des pierres a été vérifiée par des ingénieurs en bâtiment à l'aide d'instruments topographiques. Quel a été le plan des travaux qu'ont suivi les spécialistes en érigeant les mégalithes? On ne sait pas, car la documentation de chantier ne figure nulle part en accès public. Il n'y a aucune mention de l'existence même de ce genre de plan. Sur de nombreuses photos, on peut apercevoir des perches noires et blancs. Ce sont des mires topographiques pour le nivellement et le positionnement précis des mégalithes. Les mires sont utilisées avec les niveaux optiques qui sont également souvent présents sur les photos de la grande reconstruction de Stonehenge. Parfois, on utilisait de simples jauges à ruban, des dispositifs optiques manuels, des règles. L'œil précis des ingénieurs a été vérifié de façon rigoureuse avec des appareils. Les pierres disposées de façon voulue ont été fixées avec du béton moderne. Sur les photos, on peut très bien voir le nom de la société qui a fourni le béton et qui existe toujours, Premix. Certains travaux de chantier, comme par exemple cette pièce sur le mégalithe, ont été réalisés grossièrement de façon express. Peut-être que c'était nécessaire pour expliquer l'utilisation du béton moderne. Il est évident que le mégalithe ne pouvait pas tenir verticalement dans cette position avant l'installation de la pièce. C'est pourquoi on ne peut affirmer rien de concret au sujet de sa disposition initiale. Pour rester objectif, il faut noter que les premières tentatives visiblement non abouties de disposer les mégalithes de façon précise, sous le couvert de la reconstruction de Stonehenge, ont été entreprises encore au début du XXe siècle. En revanche, la reconstruction réalisée après la Deuxième Guerre mondiale a montré au monde le complexe mégalithique idéalement orienté en fonction des étoiles. Ainsi, sur le site officiel de l'organisation L'Héritage anglais, en accès libre se trouvent plus de 200 photos montrant en détail la reconstruction de Stonehenge en 1953-1958, à l'aide d'un équipement moderne topographique précis et d'engins lourds pour le transport et l'installation des mégalithes. Au présent, on ne dispose pas de matériel documentaire fiable sur la disposition initiale des mégalithes aux temps anciens. Les schémas historiques n'inspirent pas confiance et ressemblent davantage à des esquisses ou à des croquis de futurs chantiers, y compris le tout premier dessin de Stonehenge par la main de William Stukeley, qui a été inclus dans son livre et officiellement daté de 1740. Ces esquisses ne correspondent absolument pas à la réalité de Stonehenge telle qu'elle nous est présentée par les historiens. C'est pourquoi toutes les recherches sur l'énigme de l'orientation astronomique fidèle des mégalithes et les tentatives de prouver que Stonehenge est un ancien observatoire sont contrées par le fait tout bête que tous les mégalithes ont été assurément déplacés et disposés à nouveau il y a 60 ans. Ce qui a attristé le Dr Chippendale, le professeur d'archéologie de Cambridge.
La réponse à la première énigme de Stonehenge, comment on a réussi à orienter les mégalithes en fonction des étoiles, est prosaïquement simple, à l'aide des technologies britanniques et d'équipements du milieu du XXe siècle. Passons au deuxième mystère. Un petit renseignement. Stonehenge est essentiellement composé de rochers de grès naturels mégalithiques que l'on appelle les sarcènes et qui pèsent entre 7 et 50 tonnes. La deuxième variété de rochers de Stonehenge, ce sont les fameuses pierres bleues, érigées à part, qui pèsent jusqu'à 5 tonnes. Cette appellation leur a été donnée à cause d'une teinte bleuâtre qui apparaît seulement lorsque les pierres sont mouillées. Les énormes sarcènes ne se trouvent qu'en surface des collines Marlborough Downs, situées à 30 km vers le nord de Stonehenge. Les pierres bleues ont été transportées de très loin. À présent, il est démontré avec certitude que les pierres bleues se sont formées sur une surface d'1 000 carrés dans les collines Preseli, au pays de Galles et nulle part ailleurs. En se basant sur ce fait, les scientifiques émettent la conclusion que les pierres bleues ont effectué un voyage de plus de 200 km vers Stonehenge. Le deuxième mystère. Comment a-t-on pu transporter ces rochers mégalithiques sur des distances de dizaines et de centaines de kilomètres vers Stonehenge? Visiblement, la réponse est cachée dans une structure spécialisée militaire à double emploi, qui a été installée autour de Stonehenge même et s'est partiellement conservée jusqu'à nos jours. Étudions les faits datant d'une centaine d'années. Les hangars militaires de Stonehenge. L'existence d'un aérodrome militaire et d'énormes hangars sur le territoire de Stonehenge est un fait peu connu. Pour illustrer cela, citons un commentaire d'un des forums britanniques. Quelques années en arrière, j'ai été présent lors d'un rassemblement public pour discuter à propos du chantier d'un grand tunnel pour les automobiles près de Stonehenge. L'un des arguments des opposants à la transformation de la route A303 en autoroute, c'était la menace de la destruction de l'archéologie. Tout le monde m'a regardé bizarrement lorsque je leur ai dit que l'archéologie dont ils s'associaient avait déjà été détruite par les constructions de l'aérodrome. Le fait que sur le territoire de Stonehenge, autrefois était situé un aérodrome, a été une première pour la majorité du public, y compris pour quelques mandarins de l'héritage anglais. Tournons-nous vers une source de confiance, un rapport d'une étude archéologique du territoire autour de Stonehenge, publié sur le site web L'Héritage anglais. Voici une carte d'un document officiel qui représente les alentours de Stonehenge dans l'état correspondant à peu près au début du XXe siècle. Sur la carte, la couleur bleu clair désigne l'aérodrome de Larkhill, en haut à droite, et celui de Stonehenge, en bas à gauche. Le territoire de l'aérodrome est adjacent au cercle des mégalithes de Stonehenge. L'histoire de ces aérodromes militaires est une question assez vaste qui mérite un récit à part. Pour ne pas nous disperser, nous allons juste noter que l'aérodrome de Larkhill a été le premier aérodrome militaire en Grande-Bretagne. Ce n'est pas vraiment les aérodromes qui nous intéressent, bien que le choix de leur disposition ait l'air assez étrange. Mais les hangars, construits à proximité, et le chemin de fer qui mène vers ces hangars. Sur le site web de Wikitravel, on peut lire les choses suivantes. Stonehenge et le terrain adjacent ont été restitués à la nation en 1918. Dans cette zone, en périphérie du polygone militaire, ont été réalisées des constructions à destination militaire, incluant des casernes, un chemin de fer léger et un aérodrome à une distance de jet de pierre de Stonehenge. Sur l'aérodrome de Stonehenge ont été disposés entre autres les avions Handley Page 0400, les bombardiers les plus lourds de la Première Guerre mondiale. La hauteur de ce modèle d'avion est de 6,70 m. L'envergure des ailes, plus de 30 mètres. À proximité de Stonehenge ont été érigés des hangars militaires capables d'abriter ces énormes avions, entre autres.
De nos jours, il ne reste quasiment plus rien de ces hangars, mais sur des photos anciennes assez floues de 1929, on peut voir que le hangar militaire était vraiment énorme. Si on voulait, on pourrait mettre Stonehenge entier là-dedans. Des historiens amateurs retrouvent des fragments de la fondation des hangars à côté de Stonehenge. Des hangars militaires, appelés double hangar à emploi général, analogues à ceux qui étaient situés près de Stonehenge, ont été conservés en tant que monuments de l'histoire militaire. Maintenant, il est presque impossible d'établir avec certitude quel genre d'équipements ou de matériaux ont été gardés en réalité dans ces hangars situés à 500 mètres du cercle de Stonehenge. Tout de même, ces hangars avaient la capacité pour pouvoir abriter, si nécessaire, des équipements lourds de chantier et les mégalithes même, ou des blocs. Le fait que les hangars géants aient été situés dans la proximité immédiate de Stonehenge est systématiquement passé sous silence. Il y a deux autres faits étranges. Sur les territoires vastes et vides de l'aérodrome, pour une raison inconnue, les hangars ont été installés juste à côté de Stonehenge, d'après une expression heureuse du site web de Wikitravel, à une distance de jet de pierre. L'autre fait bizarre, c'est la présence à cet endroit d'un chemin de fer militaire qui menait justement vers ces hangars. Le chemin de fer de Stonehenge. Le dit chemin de fer léger militaire était appelé Larkhill. Il prenait son début sur la voie principale Londres-Salisbury, qui fait partie du réseau de toutes les voies ferrées d'Angleterre. Ce chemin de fer passait par la petite ville militaire de Larkhill, après quoi il bifurquait en plusieurs directions, vers les hangars de Stonehenge, vers les polygones et entrepôts militaires. Il existe plusieurs cartes historiques où on peut très bien apercevoir la voie ferrée. Même aujourd'hui, sur place, on peut tracer la voie d'autrefois. Cette voie ferrée était appelée légère non pas parce que sa capacité était réduite, mais à cause d'une loi parlementaire sur les chemins de fer légers, votée en 1896. Selon cette loi, les propriétaires des terres, tels que le ministère de la Défense, sur les terrains duquel était situé Stonehenge, avaient le droit de poser des voies ferrées d'après des dossiers allégés, ne nécessitant pas des accords juridiques. Autrement dit, sur les terres des propriétaires, on a autorisé la mise en œuvre pratiquement sans aucun contrôle de chemins de fer conformes aux exigences techniques standards. Il existe des cartes plus détaillées, composées en 2001 par une compagnie archéologique Wessex Archaeology, dans le cadre d'études archéologiques des territoires autour de Stonehenge, en rapport avec le projet de chantier d'un tunnel long de 2 km au sud des mégalithes. Dans le document, rédigé d'après les résultats de cette étude, à la page 12, on a exposé une carte détaillée du territoire de Stonehenge, qui a été désignée par les chercheurs avec la lettre Q. Sur cette carte, on voit un chemin de fer qui arrive du nord-ouest et passe entre deux petites collines. Sur la page suivante du même document, on a exposé la carte d'un territoire voisin, désigné avec la lettre S, qui inclut le cercle des mégalithes de Stonehenge. Si on juxtapose ces deux cartes, on peut constater que le chemin de fer s'arrêtait à environ 500 mètres de Stonehenge, là où était situé le hangar militaire. Ainsi, à la question comment on a réussi à transporter les blocs de plusieurs tonnes depuis des carrières, on peut répondre à la chose suivante. Pour acheminer les mégalithes, on a racheté de vastes étendues de terre peu peuplées pour une nécessité militaire dans les années 80 du 19e siècle. La localité la plus proche, Amesbury, comptait moins de 1000 habitants qu'on a employés dans les installations militaires. Certains petits villages ont été simplement déménagés sous le couvert de polygones militaires. Les activités agricoles sont interdites sur tout le grand territoire de la plaine où se trouve Stonehenge. Ensuite, on a voté une loi autorisant l'installation de chemins de fer sans accord préalable et on a bâti le chemin de fer léger de Larkhill.
D'après des sources officielles, le chemin de fer s'arrêtait au pied des hangars aéronautiques, situés à 500 mètres du cercle de Stonehenge, à la distance d'un jet de pierre, comme l'a dit la Wiki Travel. Le transport des pierres a été réalisé à l'aide d'un appareil de levage de chemin de fer sur plateforme, et elles ont été installées à peu près sur leurs emplacements actuels en les faisant passer pour des vestiges lors de la première reconstruction de 1901. L'engin de levage de chemin de fer sur plateforme est accessible de nos jours. À 3 km vers le nord de Stonehenge, sur le territoire de l'École royale de l'artillerie, dans la ville militaire de Larkhill, est installé un obusier de 18 pouces sur un affût spécial de chemin de fer. D'après des données officielles, l'affût de la construction de 1886, avec un mécanisme de levage hydraulique de 110 tonnes, a été fabriqué 33 ans plus tôt que le busier et a été utilisé à part pendant une période de 52 ans. On ne connaît pas les détails concernant l'utilisation de l'affût durant ces années. Apparemment, c'est ce mécanisme de levage sur une plateforme de chemin de fer qui a été utilisé pour transporter des chargements jusqu'à une centaine de tonnes vers Stonehenge. Évidemment, à cette période n'existaient pas encore les moyens techniques pour le positionnement exact des pierres. C'est pourquoi on a imité des vestiges écroulés de la première reconstruction de 1901. Alors nous n'avons plus que deux questions. À quoi a servi ce complexe mégalithique et qui l'avait bâti? Selon l'une des versions les plus probables, la construction de Stonehenge a été planifiée par la famille royale encore au début du XIXe siècle, visiblement avec l'objectif de vieillir leur dynastie et l'histoire de l'Angleterre. À cet effet, on a utilisé la légende de Merlin l'Enchanteur qui a créé Stonehenge à l'aide de sa magie. On a créé des artefacts historiques autour de cette légende, tels que des dessins qui diffèrent beaucoup les uns des autres et dont l'authenticité est facilement réfutable, tels que des romans, comme Thèse d'Urberville, et tels que des premières photographies du XIXe siècle. Les personnes ayant participé à la création des artefacts ont été distinguées par la famille royale. Par exemple, Thomas Hardy, l'auteur du roman mentionné plus haut, fils inconnu d'un tailleur de pierre et d'une mère illettrée, est devenu chevalier de l'Ordre du Mérite fondé par le roi d'Angleterre. L'auteur de la série des toutes premières photographies, Sir Henry James, l'officier de l'armée de Sa Majesté, a été récompensé par la famille royale d'un titre de noblesse pour la création de la technique de zincographie, une espèce de Photoshop noir et blanc du XIXe siècle. La fabrication des artefacts continue de nos jours. En 2006, dans les médias, on a publié une nouvelle concernant la découverte de la représentation de Stonehenge la plus ancienne, dans un manuscrit Scala Mundi de 1440. Voici une citation de cet article. Le petit dessin montre des trilithons, les pierres les plus énormes du monument, chacun composé de 2 colonnes couvertes par une troisième pierre, disposée en cercle en forme de fer à cheval. Dans cette chronique du Monde, il est dit que Merlin a érigé Stonehenge entre 480 et 486. Le texte latin dit que ce n'est pas à l'aide de la force, mais à l'aide d'un art qu'il a amené et installé le cercle des géants de l'Irlande. Il est possible qu'à cet endroit se trouvait un certain monument, et peut-être qu'entre autres il a été lié aux solstices d'hiver et d'été. Mais toute l'orientation hyper précise dans l'espace et le mythe d'ordinateur ancien que représentaient ces pierres ont été réalisés à l'époque contemporaine.